Et oui, vous avez bien lu, c'est effectivement un point lecture 100% littérature jeunesse et young adulte sur ma chaîne. Je vous l'avais dit qu'il n'y avait pas que du thriller non plus ici. Alors néanmoins, je vous préviens tout de suite, ça n'a pas été que des super découvertes malheureusement, mais je dois reconnaître que dans le lot, j'ai tout de même un coup de cœur. Et rien que pour ça, je vous conseille de rester. Alors oui, aujourd'hui, nous allons parler littérature jeunesse, classique et littérature young adulte, dont certaines lectures que j'ai fait il y a déjà un petit moment et d'autres que j'ai fait récemment, mais sur lesquelles vous verrez, malheureusement, je n'ai pas grand chose à dire. Et en général, quand j'ai pas grand chose à dire, c'est pas forcément bon signe. Je vais donc débuter avec ma plus ancienne lecture et il s'agit de Roi de cendres de Kayla Ancrum que j'ai moi aux éditions Milan. Alors oui, parlons tout de suite de cette édition qui est juste sublime, dans laquelle on retrouve de nombreuses pages agrémentées comme ça de noir, d'illustrations. Rien que la première page donne clairement le ton pour la suite, puisque l'on a ce genre de choses, mais également des documents comme ceci. Alors de quoi que ça cause ce bouquin? Eh bien c'est tout simplement l'histoire de Jack et Auguste qui sont deux lycéens, qui sont clairement amis depuis l'enfance, sauf que dans l'enceinte du lycée, disons qu'ils appartiennent pas vraiment au même groupe, puisque d'un côté nous avons Jack qui est ce qu'on appelle un sportif plutôt en vue, alors que Auguste lui est beaucoup plus taciturne, beaucoup plus solitaire. Malgré tout, ces deux-là se connaissent donc depuis la plus tendre enfance et continuent à être amis, et dès le départ on est tout de même mis au courant que ces deux-là ont fait une grosse bêtise et on sent quand même très vite que leur relation a quelque chose de pas extrêmement sain. Alors j'ai trouvé que c'était un roman intéressant et original, mais qui à la fois m'a aussi déçu. Tout d'abord, je dois reconnaître que j'ai eu pas mal de mal avec le début de ma lecture. Alors oui, on se retrouve avec un récit qui se lit très bien, les chapitres sont courts, ça se lit donc très vite, la mise en page est superbement travaillée et elle accompagne très bien le récit, et l'écriture est fluide, mais justement, chaque chapitre en fait est une sorte de bribe de la vie de ces deux jeunes adolescents dont on peine quand même parfois à comprendre vraiment l'intérêt pour l'histoire, ce qui donne du coup le sentiment d'un récit un peu éparse, je dirais même parfois un petit peu haché et incohérent. On a du coup par moments vraiment du mal à comprendre un petit peu où est-ce que l'auteur veut nous emmener, et puis je dois aussi reconnaître que par moments j'ai trouvé l'écriture un petit peu simpliste. Et puis petit à petit, au fur et à mesure de la lecture, bien que le récit reste toujours un petit peu flou, il se fait néanmoins, je dirais, un peu plus dense, un peu plus intéressant, un peu plus profond et un peu plus intense. Bref, vous l'aurez compris, au fur et à mesure, j'ai quand même pris du plaisir à cette lecture. La relation entre Jack et Auguste se fait de plus en plus toxique. On a vraiment cette relation de codépendance qui s'installe de plus en plus. Et quand la folie se mêle un petit peu à tout ça, je dirais quand même que l'histoire est comme portée dans une autre dimension. En fait, c'est simple, ce roman m'a donné le sentiment de faire face à une sorte de folie à deux, ou je dirais même un petit peu de saut dans le vide en tandem. Vous vous en doutez sûrement, ce roman aborde de nombreux thèmes tels que l'abandon, la démission parentale, le sentiment de solitude, l'amour, la peur, le manque d'amour et bien sûr la solitude qui peut prendre de nombreux aspects et qui n'est pas forcément toujours là où on l'attend. J'ai trouvé que dans l'ensemble, les deux personnages principaux étaient plutôt attachants, même si attention, ils ont quand même certains côtés que j'ai trouvé assez détestables, mais mon plus gros problème finalement je pense avec ce roman, c'est que dans l'ensemble, je l'ai trouvé tout de même un petit peu trop flou. Et puis j'ai tout de même eu un petit problème avec la fin. Alors bien sûr, pour ne pas spoiler, je vais devoir rester extrêmement flou, mais disons que pour résumer, cette fin peut tout de même, je trouve, fortement être interprétée comme les relations toxiques, ça peut aussi être cool. Et ça a plutôt du mal à passer. Et puis le problème aussi que j'ai eu, c'est qu'en lisant la quatrième et même en commençant ce roman, pour moi c'était clairement un récit qui devait être centré sur la psychologie, et justement j'ai trouvé que la psychologie de nos deux personnages principaux n'était franchement peut-être pas assez fouillée, voire un petit peu survolée. En bref, on m'a servi une thématique principale qui pour moi n'était clairement pas à la hauteur. L'auteur a d'ailleurs voulu donner un certain style à son récit, et c'est malheureusement un style qui ne m'a pas forcément vraiment plu ni vraiment touché. Alors on est bien d'accord, à la base je ne suis pas la cible de ce genre de roman, mais justement je me suis posé la question à savoir si véritablement ce style d'écriture
pouvait plaire à la cible justement visée par ce roman-ci. Et personnellement, je dois avouer que j'en doute un petit peu. Par contre, j'ai complètement adoré le prologue et la note de fin de l'auteur. On sent complètement à travers ces deux petits textes que l'auteur veut véritablement faire de la prévention et apporter du soutien à tous ces adolescents qui pourraient eux-mêmes être dans des situations un petit peu d'errance ou tout du moins de détresse psychologique et ou familiale. Finalement, je dirais que dans l'ensemble, c'est un roman plutôt sympa à lire avec une thématique de fond intéressante et importante, mais avec la plume de l'auteur qui n'a pas su complètement me convaincre. Heureusement, le travail éditorial dans ce cas précis apporte véritablement un plus au récit et rend cette lecture qui plus est d'autant plus agréable. Si je devais résumer ce roman, je dirais donc du coup sympa mais pas franchement mémorable pour ma part, avec des messages parfois un peu flous, voire un petit peu borderline par moment. En bref, pourquoi pas, mais pas indispensable. Je pense sincèrement que dans cette thématique des adolescents en détresse, pour moi, il y a vraiment mieux à lire et des récits sûrement beaucoup mieux écrits. En attendant, je ne regrette pas d'avoir fait cette lecture. Mais vous l'aurez compris, je ne pense pas qu'elle va me rester très longtemps en mémoire. Et je vais continuer avec un classique de la littérature jeunesse américaine, puisque ça y est, j'ai enfin lu Les 4 filles du Dr March de Louisa May Alcott, ici aux éditions France Loisirs. Ai-je vraiment besoin de faire un résumé? Bon, ceci dit, c'est très simple, hein. C'est tout simplement l'histoire de 4 sœurs de la classe plutôt moyenne, dirons-nous, qui vivent avec leur mère parce que leur père est parti à la guerre, et tout ça se passe durant la guerre de sécession aux États-Unis. C'est vraiment le résumé de cette histoire. Souvenez-vous, il y avait un moment que je voulais enfin découvrir vraiment ce classique, je dirais presque même ce monument de la littérature américaine. C'est donc enfin fait, je suis ravie d'avoir enfin trouvé le temps de le lire. Ce fut donc, je trouve, une lecture mignonne et agréable, mais attention, avant de le débuter, remettons bien les choses dans leur contexte. Ce roman fait partie de la littérature jeunesse américaine. Je dis bien jeunesse, et ça se sent. C'est donc mignon, mais un peu lisse, voire presque niais par moments. En fait, chaque chapitre de ce roman représente une scène de vie vécue par les 4 sœurs, et on sent bien tout de suite quand même que chacune de ces scènes est censée apporter une sorte de morale entre guillemets au public jeunesse visé. On y retrouve ainsi des règles de vie un peu bateau et surtout très classiques dans la littérature de cette époque, à savoir par exemple que l'oisiveté est une mauvaise chose, que tout loisir n'est vraiment appréciable qu'au regard des dures heures de labeur que l'on a effectuées au préalable, qu'il faut être bien sûr une bonne personne, non vaniteuse et surtout prompte à pardonner, qu'il ne faut jamais se coucher sur une dispute, que l'argent ne fait pas le bonheur, qu'il y a toujours plus pauvre que soi, bla bla bla. Bref, vous voyez un petit peu le genre de règles de vie et de règles de pensée. Un roman qui semblait peut-être extrêmement moderne lorsqu'il a été écrit, mais qui aujourd'hui a tout de même un petit côté tendrement désuet. Oui, car n'oublions pas que ce roman date du 19e siècle. Alors, je suis la première à dire que certains ouvrages classiques traversent un petit peu les siècles tout en gardant vraiment une plume et un fond de discours que je trouve toujours extrêmement moderne. C'est en général ce que ça me fait par exemple avec les Jane Austen. Mais ici, c'est tout de même un roman du 19e et ça se sent. Ouais, là pour le coup, ça se sent. La place de la femme est tout de même très stéréotypée, même si on sent que l'auteur a voulu apporter un petit peu de modernité et de folie avec le personnage de Jo, mais c'est quand même pas ce qu'on appellerait des femmes extrêmement épanouies et libres. On sent tout de même qu'il y avait une bonne marge de progression. Et d'ailleurs, en parlant du personnage de Jo, c'est clairement pour moi le personnage qui porte ce récit et c'est clairement le personnage que j'ai préféré. J'ai eu beaucoup de mal, je vous avoue, à m'attacher aux autres sœurs, à part peut-être le personnage de Bess, que j'ai trouvé tout de même par moments un petit peu trop gentil, un petit peu trop lisse. Aucun doute possible, pour moi, Jo était clairement celle qui sortait du lot. C'est vraiment un personnage comme je les aime. Non, elle n'est pas parfaite et elle sait parfaitement reconnaître ses défauts. Elle aime les livres, a un côté anticonformiste, est une éternelle rêveuse un petit peu gauche, il faut le reconnaître. Et c'est surtout une jeune
jeune fille qui a envie de voyager et surtout de ne pas s'enfermer dans les diktats de sa société et surtout de sa position de femme. Oui, en clair, Jo était féministe avant l'heure. Et c'est clairement du coup pour moi le personnage qui porte tout ce récit et qui fait du coup passer cette histoire d'une histoire somme toute plutôt classique et conformiste à une histoire avec ce petit truc en plus qui lui a fait traverser les âges. Donc surtout si vous souhaitez lire ce roman, n'oubliez pas avant de le commencer qu'il s'agit bien d'un roman jeunesse d'un autre temps et que par conséquent il faut le lire en le remettant dans son contexte. Malgré ces petits défauts, j'ai trouvé que c'était une lecture agréable, mignonne et un brin désuète, il faut le reconnaître, mais qu'il faudrait presque déguster comme une sorte de vieux recueil de poésie ou de nouvelles qu'on aurait piqué à une très vieille tata qui sont pas forcément très bons mais qui est quand même plutôt sympa. Vous voyez un petit peu le contexte? Vous l'aurez compris, je suis donc ravie d'avoir enfin lu Les 4 filles du Dr March, même si ça n'a pas été le coup de cœur auquel je m'attendais et que clairement pour moi il y a des choses vraiment perfectibles dans ce roman. Mais une fois de plus, je pense et je vois ça avec mes yeux de femme du 21e siècle. Donc vraiment, ne vous arrêtez pas à ça. Et puis clairement, je pense que je l'aurais beaucoup plus aimé si je l'avais lu étant enfant. Donc mon meilleur conseil serait peut-être, n'hésitez surtout pas à faire lire ce livre aux plus jeunes. J'ai ensuite lu Pauvre âme en perdition de Serena Valentino aux éditions Hachette. Oui, il s'agit de ce roman concernant les origines du personnage d'Ursula dans La Petite Sirène. C'est donc l'un des tomes de la saga sur les vilains. Et je vous le dis tout de suite, là les choses se sont légèrement gâtées. Légèrement. Bon alors pour le coup je pense que ma chronique va être assez courte parce que j'ai finalement assez peu de choses à dire sur ce roman-ci. Pour la faire simple, ça a été pour moi une grosse déception quant à cette réécriture de conte. Je m'attendais vraiment à une lecture extrêmement plaisante et finalement elle ne m'a procuré absolument aucun plaisir de lecture. Voilà. Désolée, je ne peux pas dire mieux. Tout d'abord, j'ai trouvé cette histoire extrêmement fouillie. Alors oui, vous allez me dire, je sais, avant ce tome-ci, il y a 2 ou 3 autres tomes. Ok, je veux bien, mais dans ce cas-là, expliquez-moi pourquoi les éditions Hachette ont sorti plusieurs tomes, mais n'ont pas sorti les tomes 1, 2 et 3. En résumé, pourquoi avoir commencé à les éditer à partir du tome 4 hein? S'il y avait besoin tant que ça de lire les tomes précédents, ça me semble un petit peu une hérésie. Ou une opération de marketing plutôt hasardeuse. Alors oui, vous allez me dire sûrement que j'aurais beaucoup mieux compris cette histoire si j'avais lu les 3 premiers tomes, mais je suis persuadée que même si ça avait été le cas, j'aurais tout de même été plutôt déçue parce que j'ai vraiment eu le sentiment que l'auteur était vraiment resté en surface à plein de niveaux. L'histoire se déroule sans que rien ou presque ne soit expliqué. Bim, on arrive dès la première page, on est direct dedans dans l'action, on ne sait pas vraiment où on atterrit. Et en plus de ça, j'ai trouvé que franchement, les personnages n'étaient vraiment pas assez creusés. Le récit est donc toujours dans l'action, pas de mise en place de l'ambiance, ni d'explication du monde dans lequel on évolue, nada. Alors oui, vous allez me dire, on est dans de la littérature jeunesse. Ouais, mais enfin quand même, faut pas déconner quoi. L'histoire en elle-même est finalement, j'ai trouvé, assez peu centrée sur Ursula. L'auteur y mêle très vite pas mal de personnages qui arrivent un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Un petit roman qui dans l'ensemble m'a donné le sentiment d'être assez bâclé. Le style d'écriture, quant à lui, est également un petit peu pauvre. Quant au travail d'édition, j'ai là aussi l'impression que ça a été fait un petit peu à la va-vite au vu des nombreuses coquilles et fautes d'orthographe qui égrènent ce récit. Oui, ça c'était un petit peu la cerise sur le gâteau du pas terrible. C'est donc un roman jeunesse que j'ai trouvé franchement très moyen, qui donne surtout le sentiment de vouloir surfer un petit peu sur cette nostalgie des Disney, mais que j'ai trouvé tout de même très loin d'être à la hauteur. En refermant ce roman, je me suis dit que j'allais très vite passer à autre chose et surtout j'espérais que les tomes suivants allaient être meilleurs. Et je vous préviens tout de suite, j'ai lu le tome suivant, il y a du mieux, mais c'est quand même pas encore tout à fait ça, hein. Non, mais bon, promis, je vous en reparle très vite. De façon un petit peu plus détaillée que oui mais non, ouais bof, ça passe, mais c'est pas ouf. Même si ça traduit plutôt bien mon sentiment. Et du coup, après cette déception, nous allons terminer sur une note positive puisque je vais maintenant vous parler d'un roman qui est quand même mon petit coup de cœur jeunesse de ce début d'année.
donc j'étais très heureuse et très impatiente de vous en parler. Trêve de suspense à 2 balles, il s'agit donc de Les 7 étoiles du Nord d'Abby Elphinstone aux éditions Gallimard Jeunesse. Ça va être assez compliqué de vous faire un résumé sans vous spoiler, disons que juste pour vous mettre un petit peu l'eau à la bouche, nous allons suivre au début de ce roman le personnage de SK qui est une jeune fille qui est tenue prisonnière dans une sorte de boîte à musique par une méchante sorcière du Nord qui répand du coup froid, glace et mort sur tout le royaume. Notre petite SK va réussir un moment à s'échapper avec l'aide d'un autre personnage qui s'appelle Flint, qui est un jeune garçon, un jeune inventeur qui doit un petit peu se cacher justement de ses talents d'inventeur. Et de là va découler toute une histoire d'aventure avec de très beaux personnages pour certains et surtout de très beaux messages. Ah oui, et puis là encore, avant de vous parler de mon ressenti en détail, petit focus sur ce travail d'édition qui sincèrement là encore vaut vraiment le détour. Avec tout d'abord cette très belle couverture. Et également à l'intérieur en page de garde une magnifique carte du royaume. Vous l'aurez donc compris, j'ai complètement adoré ma lecture de ce petit roman jeunesse et n'ayons pas peur de le dire, pour moi c'est clairement une très belle pépite. J'ai tout d'abord été complètement charmée par la plume de l'auteur que j'ai trouvé agréable, poétique et avec un certain niveau de vocabulaire par moment. Et pour un roman à destination des lecteurs les plus jeunes, je trouve ça absolument génial et surtout très enrichissant pour eux. J'ai très vite plongé dans cet univers magique que j'ai trouvé à la fois glacial et angoissant par moments, même si je reconnais que j'aurais peut-être aimé parfois un tout petit peu plus de description concernant certains éléments imaginaires. Un monde de fantaisie que j'ai trouvé riche, beau et que je voyais littéralement défiler sous mes yeux au rythme de ma lecture. Et que dire des personnages à part que je les ai tous aimés. Alors tout d'abord on a du coup le personnage d'SK qui est un petit peu notre personnage principal que j'ai trouvé pleine de fougue, de gentillesse et de bonté. Flint l'impétueux, parfois un petit peu tête de mule mais surtout rêveur au grand cœur. Il y avait également le personnage de Blue qui est la petite sœur de Flint que j'ai trouvé extrêmement attachante, drôle et mignonne à souhait, mais je dois dire que clairement j'ai eu un énorme coup de cœur pour le personnage de Caillou qui est un petit renardeau absolument beaucoup trop mignon, extrêmement protecteur mais surtout éternel gourmand. En un mot, une belle bande qui à coup sûr emballera les plus jeunes mais qui je pense ne manquera pas également de toucher les plus grands. Pour ce qui est de l'histoire en elle-même, je l'ai trouvée pleine de beauté, pleine de poésie, mais surtout pleine de beaux messages. Alors bien sûr, en tant qu'adulte, j'ai vu sans souci toutes les métaphores que l'auteur utilise pour justement faire passer un petit peu tous ces messages qu'elle a envie de faire passer aux plus jeunes. On y retrouve ainsi l'idée qu'il ne faut pas avoir peur de l'inconnu, que l'étranger peut également être une force et une aide, que chacun a sa pierre à apporter à l'édifice, que chacun a sa propre force et que c'est justement en combinant nos forces que nous serons plus forts ensemble. On y retrouve également un autre message que j'ai beaucoup aimé qui est celui que la force ne se mesure pas qu'à la taille de ses muscles et à sa capacité à se battre, mais que la force d'un être peut se révéler de bien d'autres manières. On y retrouve également beaucoup de messages de respect autour du respect de la nature et également des animaux, même des animaux que l'on doit consommer pour survivre, et j'ai trouvé que c'était une belle façon d'amener une sorte d'approche, de réflexion envers les plus jeunes vers une consommation plus raisonnée et plus réfléchie. Bref, c'est donc un roman rempli de beaux messages qui, je l'espère vraiment, trouvera une résonance chez les plus jeunes lecteurs et qui peut-être plantera quelques graines de respect, de bonté et de gentillesse chez eux. Oui, vous allez me dire, là je vis peut-être dans le monde des bisounours, mais qui sait, hein, même si ça ne touche qu'1% des lecteurs, eh bien je trouve que ce sera toujours ça de gagner. Seul petit bémol peut-être pour moi, c'est tout simplement la fin avec quelques éléments que j'ai trouvé peut-être un petit peu faciles et précipités, mais je pense clairement que ce ne sera absolument pas dérangeant
pour le jeune public ciblé. Ce roman a donc un petit côté conte moderne et j'espère sincèrement qu'il charmera de nombreux lecteurs. Pour ma part, il n'y a aucun doute, c'est déjà fait, alors si vous voulez découvrir un roman jeunesse beau, poétique et réconfortant tout en vous évadant dans des paysages neigeux et glacials et en retombant un petit peu en enfance, alors croyez-moi, ce roman est fait pour vous, c'est certain. J'ai trouvé que c'était une très belle réussite, que c'était un roman fantasy jeunesse à mettre vraiment entre toutes les mains. En un mot, lu et approuvé et recommandé. C'est donc sur ce coup de cœur et sur la luminosité, ma foi, plutôt changeante de cette fin de journée que je vais donc clôturer ce point lecture, même si une fois de plus ça aurait été un point lecture un brin négatif peut-être pour certains parce que j'ai dû vous parler de certaines déceptions. Une fois de plus, je trouve que c'est un point lecture qui est vraiment le reflet justement de la vie d'un lecteur, puisque comme vous l'aurez vu, j'y ai parlé de certaines déceptions, de certaines lectures qui ma foi ne me laisseront pas vraiment un souvenir impérissable et également d'une très belle pépite. Heureusement que de temps en temps on a quand même des romans un petit peu comme ça qui popent parmi nos lectures et qui nous laissent de super souvenirs. N'hésitez du coup surtout pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo du jour et également des livres que je vous ai présentés, que vous les ayez lus ou non. Comme d'habitude, bien sûr, j'y serai pour papoter avec vous et on n'oublie pas, si vous voulez soutenir la chaîne, on met des petits pouces levés et pourquoi pas abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve donc très prochainement sur cette chaîne pour un point lecture ou pour un Il était une fois une histoire vraie. Et oui, il y en a un en préparation et croyez-moi, il arrive très bientôt. En attendant, je vous souhaite bien sûr paix, amour et littérature dans vos cœurs et je vous envoie tout plein de bisous et tout plein de soleil. Bye!